Depuis une trentaine d'années, une politique persévérante a été suivie pour introduire la concurrence dans tous les réseaux, qu'il s'agisse des télécoms, de l'électricité, des chemins de fer ou de la poste. Et pour renforcer la concurrence, pour lui ouvrir la voie, l'exploitation de chaque réseau a en outre été découpée entre plusieurs entreprises, chargées respectivement de l'infrastructure, du trafic, du commercial, etc. Cette politique a une apparence qui est celle de la rationalité et de l'efficacité, dont la concurrence est censée être le seul levier. Elle a une réalité, celle d'une décision dogmatique qui, ignorant la nature physique des réseaux, engendre une inefficacité facteur de crise et affaiblit la nation dont les réseaux sont une infrastructure fondamentale. La politique des Saint-Simoniens au XIXe siècle avait bien été d'équiper le pays de réseaux de télégraphes, de chemins de fer et de canaux qui lui apportaient une efficacité économique fondamentale. Si on regarde la façon dont un réseau fonctionne et dont un réseau vit, on voit que chaque réseau est un système, c'est-à-dire qu'il est composé d'organes et que sa qualité dépend des relations entre ces organes. Les séparer pour en faire autant d'entreprises distinctes, c'est ériger entre ces organes des barrières comptables et susciter des conflits et créer sur le terrain des situations absurdes. Et finalement, la qualité du service au consommateur, qui est le seul but de l'économie en définitive, est altérée. Il y a d'ailleurs dans cette stratégie quelque chose d'un peu étrange. On introduit à l'intérieur de ce système, à l'intérieur du réseau, une différence entre les entreprises et des relations marchandes, alors qu'un système ne demande pas à être marchand de façon interne, il demande à être organisé, puisque précisément les parties qui le composent ont des relations organiques. Considérons par exemple les télécoms. La conception du réseau embrasse de façon solidaire l'architecture des commutateurs, les protocoles de transmission, ainsi que le dimensionnement des ressources informatiques et le dimensionnement du transport. Le tout en fonction d'une évaluation prospective de la répartition géographique du trafic. L'exploitation du réseau, par ailleurs, met en œuvre simultanément ces diverses ressources. Si le réseau est partagé entre plusieurs entreprises, la cohérence des investissements n'aura plus rien de naturel et une dispute sur le prix des services intermédiaires qui sont rendus mutuellement par les divers organes du réseau prendra le pas sur la qualité du service au consommateur. Entre parenthèses, c'est bien ce à quoi nous assistons en effet. La qualité du service au consommateur dans les télécoms s'est notoirement dégradée. La rationalité du découpage d'un réseau est donc problématique. On conçoit qu'elle puisse paraître évidente à des personnes qui ne connaissent que le premier chapitre du cours d'économie, celui où l'on démontre l'efficacité de la concurrence pure et parfaite, et qui, disposant du pouvoir réglementaire, mais dépourvus des connaissances techniques qui leur permettraient de comprendre comment le réseau fonctionne, aiment à tout trancher sur le monde du yaka. Elle a pu aussi avoir un but politique, celui d'affaiblir certaines forteresses syndicales qui étaient très puissantes, par exemple à EDF. Dans les deux cas, cependant, l'État fait preuve de faiblesse. Son manque d'expertise, de compréhension du fonctionnement des réseaux et son manque d'énergie, c'est-à-dire de capacité à régler les problèmes de coordination et de relation avec les syndicats qui se présentent devant lui, se paie par une inefficacité massive qui est supportée par le reste de l'économie et par la nation. Allons plus loin. Ce découpage n'est pas efficace, mais il n'est pas d'ailleurs certain que la concurrence soit la panacée. Il existe en effet certains secteurs dans l'économie que l'on qualifie de monopole naturel, en raison de la forme qui prend la fonction de coût de production. Lorsque le coût moyen de production décroît, lorsque le volume produit augmente, ce que l'on désigne par l'expression rendement d'échelle croissant, l'entreprise qui produit le plus peut pratiquer un prix plus bas que les autres et les chasser du marché. C'est cela que l'on appelle un monopole naturel. Et un tel monopole, une fois installé, peut bien sûr être tenté par des abus. Il peut pratiquer des prix élevés, il peut être paresseux envers l'innovation,
il peut se satisfaire d'un produit de mauvaise qualité. Ces tentations ne peuvent être équilibrées que par un État qui représente l'intérêt commun et qui impose au monopole une régulation. Les néolibéraux, dont la pensée s'est imposée à partir des années 70, veulent cependant voir dans la concurrence la seule clé de l'efficacité. Et ils préfèrent un État faible. Ils trouvent donc expédient de nier l'existence des monopoles naturels. Mais la forme de la fonction de coût d'un secteur n'est pas une affaire d'opinion, de choix ni d'idéologie, c'est un fait dont il faut tirer les conséquences. Un monopole naturel existe naturellement et non pas parce qu'on a décidé qu'il existait. Or, il se trouve que dans les réseaux, le rendement est croissant. L'examen de leur fonction de coût fait en effet apparaître une économie d'échelle, le coût moyen de production décroît lorsque le volume produit augmente, et aussi une économie d'envergure qui se manifeste lorsque le coût de production de divers produits par une même entreprise est inférieur à la somme des coûts quand cette production est réalisée par plusieurs entreprises différentes. Et enfin, une économie d'innovation. Les résultats d'une recherche restant interne à l'entreprise, l'innovation est en principe d'autant plus intense que l'entreprise est plus importante. On a vu d'ailleurs dans les télécoms la stérilisation de la recherche provoquée par la mise en concurrence des opérateurs. Lorsque France Télécom était le seul opérateur en France, le centre de recherche, le CNET, où je travaillais à l'époque, avait porte ouverte et chacun pouvait bénéficier de ces recherches facilement. Du jour où la concurrence est arrivée, il a fallu valider un badge à l'entrée de la porte et seuls ont pu rentrer ceux qui étaient de la maison. Et la recherche a été cloisonnée entre les diverses entités. De même aux États-Unis, lorsque la concurrence est arrivée, les Bell Labs, qui avait été un centre de recherche extraordinaire, qui avait d'ailleurs procuré des innovations qui allaient bien au-delà des télécoms elles-mêmes, puisque c'est eux qui ont découvert le rayonnement cosmique, qui a permis de faire progresser la connaissance de l'univers, ils ont été obligés de cloisonner leur communication avec les divers opérateurs, puisqu'il était impossible de réunir tous les opérateurs dans une même salle, car la conversation aurait révélé les secrets commerciaux des uns et des autres, et donc il fallait qu'ils cloisonnent la communication avec chaque opérateur. Finalement, la concurrence se paie en matière de recherche par une inefficacité massive. Et donc, à ces trois formes de rendement croissant, on doit encore ajouter les externalités positives qu'apporte un réseau. L'apport d'un réseau excède la valeur marchande du service qu'il fournit, car sa qualité conditionne l'efficacité globale de l'économie, qu'il s'agisse des réseaux routiers, des réseaux de chemin de fer ou des réseaux de télécom. Finalement, chaque réseau étant un monopole naturel, y introduire la concurrence de force équivaut à violer la nature. Et quand on viole la nature, elle se venge en provoquant une inefficacité massive, facteur de crise économique et d'affaiblissement du pays. Alors, il faut bien sûr reconnaître qu'un réseau en situation de monopole peut être tenté d'abuser de cette situation. Mais plutôt que de combattre ces abus par une introduction forcée de la concurrence, il faut une régulation énergique qui exprimera, face au monopole, les besoins de la nation. Et nous voyons ainsi apparaître le choix entre deux stratégies, entre deux politiques. D'un côté, un État faible, sourd à l'expertise technique, incapable d'imposer une régulation au monopole et d'affronter les forteresses syndicales, ne sait que diviser pour régner. Il obéit alors au dogme néolibéral en introduisant la concurrence dans les réseaux et en provoquant leur découpage. Inversement, un État véritablement stratège, porteur et représentant des intérêts fondamentaux de la nation et soucieux d'efficacité au service du consommateur, tournera le dos aux injonctions des néolibéraux pour reconstruire les réseaux qui sont nécessaires à la nation, en tenant compte, comme il se doit, des contraintes physiques, des contraintes techniques que comportent leur conception et leur exploitation.